Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Lieux de Vor et non, enfin y a pas, non y a pas à chier. Ça fait quand même un gros trou. J'ai prêté Keystone à Xavier et ah non attendez, j'ai mieux. Alors là, si on met ça comme ça, c'est mieux non? Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les lieux de Vor. On se retrouve pour notre menu crowdfunding hebdomadaire. Je remercie d'avance tous ceux qui auront cliqué sur le pouce parce qu'ils ont été époustouflés par cette performance digne du cours Florent de l'Acting Studio. Et oui, c'était prévu depuis le début, désolé. Mais oui, j'ai prêté Keystone à Xavier pour qu'il puisse le tester avec sa femme et en faire une partie ou deux en solo pour voir un peu comment ça tourne de son côté. Et dans le même temps, je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour mettre en avant le prototype du prochain Kickstarter que l'on va présenter sur la chaîne, à savoir Atlas Lost, Rise of the New Sovereigns, le titre entier. C'est un petit peu long. Nouveau jeu japonais par le même créateur que Aqua Garden ou encore Ostia, qu'on avait nous-mêmes d'ailleurs traité sur la chaîne il y a de cela à peu près un an environ. Du coup, vous le verrez apparaître d'ici un peu moins d'un mois, théoriquement, une fois qu'on aura fait suffisamment de parties, au moins 5 ou 6, avec différentes configurations si possible. On en fera donc une review et puis une expli partie, comme on l'avait précédemment fait pour Ostia. Du coup, c'est parti pour le menu cette fois-ci. On va aller voir directement où on en est en termes de chaîne, de l'évolution de la chaîne, avec une petite évolution assez attendue de longue date, mais qui a tardé à venir, à savoir les 1200 abonnés. Ça y est, vous êtes 1200 à nous suivre. La cadence a un petit peu diminué depuis quelques mois, c'est vrai. Depuis bizarrement la reprise du menu crowdfunding, allez savoir. Mais bon, bref, il y a aussi des paliers à atteindre sur les chaînes de board gaming. C'est pas forcément les chaînes où vous atteignez les plus gros scores les plus rapidement possible. Il y a une sorte de plafond de verre aussi à dépasser. C'est un petit peu compliqué, mais bon, on évolue progressivement, mais toujours vers le haut. Donc c'est plutôt une bonne chose malgré tout. Cette semaine, quoi de neuf à se mettre sous la dent du côté de la chaîne des Ludovores? Et bien vous le voyez, la nouvelle vidéo de Xavier en solo sur Euthia qui accompagne donc la sortie, enfin la campagne, le début de la nouvelle campagne sur Kickstarter après le précédent échec sur GameFound il y a quelques mois. Ils ont été repris par Steamforge Games, c'est ça, pour en faire donc une nouvelle campagne sur Kickstarter qui marche déjà un petit peu mieux et dont on parlera bien évidemment aujourd'hui. Et donc Xavier vous propose le scénario le plus long du jeu de base, du jeu d'origine, à savoir donc 2 heures de scénario, mais bon 3 heures parce qu'il bien sûr il commente un petit peu sa vidéo et ses choix, donc c'était une vidéo un petit peu plus longue pour les amateurs du jeu. Et visiblement ça marche plutôt pas mal, 520 vues pour l'instant en 4 jours sur un jeu en, comment dirais-je, en solo de 3 heures, c'était pas forcément garanti, donc chapeau Xavier. Pour le reste, rien de très particulier, je vous invite à nouveau à aller consulter notre patron l'addition pour le mois de mai 2022 pour voir qui a gagné le concours. Sachez ceci dit que apparemment la personne ayant gagné est déjà au courant, elle nous a contacté, je viens de recevoir d'ailleurs un mail de cette même personne pour nous arranger, pour lui envoyer son bon d'achat, donc a priori vous ne devriez pas avoir gagné, sauf si vous êtes cette personne justement. Mais bon, ça fait toujours plaisir d'aller voir ce petit patron l'addition, notre petit bilan ludique mensuel, dira-t-on. C'est à peu près tout en termes de nouveautés cette semaine, donc du coup on peut aller voir directement le sondage de la semaine. Comme chaque semaine vous pourrez trouver dans la description de cette vidéo le lien vers le sondage de la semaine prochaine. Quels jeux seront présentés? Il en manque toujours 1, 2, 3 dont les campagnes sont annoncées un petit peu, comment dirais-je, un petit peu à l'arrache, quelques jours, quelques heures à peine avant l'arrivée de la campagne elle-même. Mais bon, en gros ça vous permettra d'aller voter pour les projets qui vous intéressent le plus pour la semaine à venir. Et pour cette semaine du 26 juillet, on en avait vu assez peu. On n'avait pas beaucoup de campagnes, mais on avait la première apparition de BackerKit sur la scène du crowdfunding. BackerKit, c'était un site qu'on utilisait très souvent jusqu'à présent pour du Pledge Manager, mais désormais ils se sont lancés dans les campagnes de sociofinancement par eux-mêmes, et avec un gros nom pour commencer, il s'agit donc de Return to Dark Tower avec une extension. Pour le reste, on va voir un petit peu les résultats de manière un peu plus lisible, comme ceci. Voilà, donc pour 23 votants et 50 réponses, Bloodstones a tiré son épingle du jeu avec 12 voix, le nouveau jeu du papa de Brass Lancashire, entre autres jeux bien évidemment.
Ensuite Euthia qui arrive deuxième avec 11 voix, plus son extension bien évidemment. Et puis le reste c'est essentiellement des jeux un petit peu plus, comment dirais-je, confidentiels on va dire. Et également une erreur de ma part avec aucun jeu tout simplement, aucun titre, aucune image, mais quand même une personne ayant voté pour petit filou, j'ai envie de dire, petit filou. Hein. Alors, ensuite, Preachified, Autos Riding, etc., ça va être un petit peu traité de manière plus rapide, vous en avez l'habitude, dans les mentions honorables, bien évidemment. Je suis un petit peu étonné, ceci dit, que Dodo's Riding Dinos soit aussi peu mis en avant par les voix du sondage, une seule voix, pour un jeu qui avait bénéficié plutôt d'un beau succès pour sa première campagne, et qui revient avec une extension slash standalone, et pourtant une seule voix. Bon, on verra bien, on traitera ça de manière assez rapide quoi qu'il arrive. De même pour Return to Dark Tower qui, malgré le fait que ce soit un gros jeu, ne bénéficie pas forcément d'une version localisée en français, ce qui ne permet pas d'attirer beaucoup de gens par chez nous. Et puis au-delà de ça, peut-être son manque de lisibilité ou de visibilité plutôt du côté de Barker Kid qui a certainement joué un petit peu en sa défaveur. Et puis on verra aussi que c'est quand même globalement plutôt une précommande que véritablement une campagne de soutien de financement. Donc du coup, on est parti avec les mentions honorables avant de passer sur les deux projets un peu plus conséquents cette semaine. Et on se lance tout de suite avec le premier projet de la semaine, à savoir Copperdale. Vous le voyez, il reste déjà moins de 6 jours, enfin moins d'une semaine avant la fin de la campagne extrêmement courte pour Copperdale, le nouveau jeu de Smallbox Games, donc ils sont quand même à leur 22e projet créé sur Kickstarter. J'avoue moi-même ne pas me souvenir de leur précédent, donc on va quand même faire un petit tour du côté de l'éditeur. An Empty Throne, Dirge, The West, non, j'en connais aucun là-dedans. Bon, c'est peut-être aussi pour ça du coup que ça ne m'a pas laissé de souvenirs impérissables. Quoi qu'il en soit, Copperdale s'inscrit dans la lignée des très nombreux roll and write en print and play, sauf que celui-ci n'est pas un roll and write mais un flip and write, un petit peu la manière de Welcome par exemple, enfin de Welcome to, devrais-je plutôt dire. Et donc c'est un petit jeu avec une très courte campagne qui va vous faire utiliser un deck de jeux de cartes de base, avec des valets, des dames, des rois, etc. pour ensuite aller cocher des cases, bien évidemment, comme tout bon roll and write slash flip and write, le tout pour un jeu solo, solo exclusivement, pour 10 à 20 minutes, avec comme d'habitude les habituels plateaux en couleur, mais également imprimables en noir et blanc pour ceux qui se sentiraient un petit peu plus écolo. Sinon, vous pouvez aussi l'imprimer et le plastifier dans la foulée pour éviter d'avoir à réimprimer des feuilles et des feuilles et des feuilles. Voilà, à peu près tout ce que je peux vous dire, c'est un petit jeu relativement classique, de print and play, pour 4$, donc vous ne prenez pas beaucoup de risques. Si vous n'êtes pas trop récalcitrant envers les print and play, ça peut être relativement intéressant. En tout cas, vous le voyez, déjà 650 contributeurs et 2666 € d'engrangés, c'est pas si mal. Très petit détour du côté de la campagne de Western Legends Mountain Range, et vous allez me dire, mais comment se fait-ce qu'on n'a pas entendu parler d'une nouvelle campagne pour Western Legends? Eh bien parce que ce n'est pas le jeu, et comme vous le voyez, ce n'est d'ailleurs pas mis en avant, ce n'est pas le jeu que l'on voit ici, mais des composants supplémentaires pour aller deluxifier et aussi, rendre plus ergonomique votre jeu de Western Legends. Donc en fait c'est un set conçu par Adrena Creative, donc c'est le premier projet sur Kickstarter qui vient vous proposer différents composants supplémentaires qui ne sont donc pas du tout nécessaires mais qui vous permettent de ranger, d'installer et de présenter un petit peu mieux votre jeu visuellement, mais ça n'a aucun intérêt en termes de gameplay. Ça peut éventuellement peut-être faciliter un petit peu la prise en main de certains composants par exemple, mais c'est pas vraiment très intéressant d'un point de vue gameplay. Et en plus de ça, vous allez le voir par la suite en bas de campagne, c'est en termes de livraison disponible uniquement pour les États-Unis et le Canada, donc ça ne devrait pas intéresser grand monde. Donc du coup je ne prends pas trop de temps, mais bon voilà, sachez-le, si vous êtes au Canada ou même d'ailleurs aux États-Unis mais que vous êtes francophone et que vous regardez par chance cette vidéo, eh bien sachez-le, si vous êtes fan de Western Legends, il y a de nouveaux rangements hyper classe, il faut bien l'avouer, mais assez chers également, qui sont disponibles sur Kickstarter actuellement avec près de 500 contributeurs, 61 000 € d'engrangés. Vous faites la division et là vous remarquez que c'est quand même assez cher. Mais bon, faut voir, quand on veut, on veut. On continue avec Crime Wave California qui nous plonge dans la Californie des années 1970, autrement dit l'âge d'or des serial killers, en tout cas c'est présenté comme tel. Je ne sais pas si l'utilisation du terme âge d'or, comme ils le font eux-mêmes dans la campagne, est très appropriée dès lors qu'il s'agit de tueurs en série, mais bon, admettons. Donc le design très années 70 lui aussi, visuellement parlant, pour ce petit jeu de 2 à 6 joueurs pour des parties de 120 à 180 minutes, autrement dit 2 à 3 heures, donc relativement long,
pour 15 ans et plus. C'est un jeu coopératif avec des déplacements cachés, des déplacements secrets, dans lequel vous devrez bien évidemment mettre fin au périple de 3 tueurs en série. Vous incarnerez en fait les policiers, j'imagine, hein, j'ai pas cherché en détail. Mais attention, tout ceci dit de façon, pas de version francophone pour ce jeu. Mais bon, c'est vrai que ce petit aspect très rétro du design, de la direction artistique, est pas spécialement pour déplaire. Hein, si on joue un petit peu sur la corde sensible des plus nostalgiques, des plus anciens d'entre nous, dira-t-on, ça peut faire mouche éventuellement, même si moi personnellement ça m'attire pas outre mesure, et qu'en plus de ça, pour les suiveurs de la chaîne, il n'y a pas de version francophone, donc bon, c'est un petit peu dommage malgré tout. Au-delà de ça, combien coûte éventuellement ce jeu pour ceux que ça pourrait intéresser? D'ailleurs, sachez si ça vous intéresse que vous pouvez d'ores et déjà le tester sur TTS, hein, sur Tabletop Simulator. Ensuite, j'ai du coup, je crois, zappé le prix du pledge d'origine. On va essayer de le retrouver. On a un What's in the Box, mais pas le prix, donc on va le voir directement ici, ce sera plus rapide. Pour avoir donc le jeu en physique, c'est 79 dollars australiens, ce qui veut dire 55 euros. Donc voilà, c'est relativement abordable en termes de prix. Après, on a aussi un pledge à 69 euros, mais celui-là c'est pour du retail. Donc c'est pour ceux qui voudraient éventuellement le chercher en boutique. Et ensuite, on a aussi un pledge à 150 dollars pour avoir 2 copies du jeu, une sorte de mini pledge groupé si l'on veut. Mais en gros, le seul pledge individuel, c'est celui-ci, hein, donc à 55 euros. Ensuite, pour ce qui est des frais de port, eh bien, les voici. Pour l'Europe, il y a 3 zones différentes, mais si vous êtes en France ou en Belgique, c'est donc zone 1, donc 18 euros de frais de port. Ensuite, éventuellement pour les autres francophones qui pourraient se trouver au Luxembourg, ce serait 23. Andorre, je ne sais pas s'il y a des francophones, c'est plutôt hispanophone si je me souviens. Il y a Monaco par contre, Monaco ou la Suisse d'ailleurs, ce serait 28 euros. Voilà pour ce qui est de Crime Wave California, petit jeu de collaboration qui n'a pour l'instant, vous le voyez, pas financé malgré 325 contributeurs avec 17 827 euros d'engrangés. Il reste plus de 2 semaines pour éventuellement atteindre cet objectif de 23 000, 24 000 même euros. Ça devrait pouvoir se faire, ça va pas faire un énorme succès, mais c'est vrai qu'un jeu de ce type pour 2 à 3 heures c'est peut-être un tout petit peu long, et du coup je trouve ça pas très raccord avec la présentation du jeu, son aspect visuel qui semble laisser penser, qui laisse penser à un jeu peut-être un petit peu plus court, enfin c'est une première impression disons. Donc là pour Crime Wave California, 325 contributeurs, il reste 2 semaines et demie, ça financera certainement si ce n'est pas annulé entre temps. Honte à moi, j'étais passé à côté de la nouvelle campagne de DTDA Games, le studio parisien, le studio français à qui l'on doit notamment plusieurs jeux comme Light Hunters ou encore Apogee, Mist Flowers, à côté duquel j'étais complètement passé, c'était peut-être même pas un jeu j'ai l'impression, non c'était peut-être pas un jeu, ok c'est peut-être pour ça aussi. Mais Light Hunters et Apogee qui avaient tous les deux une superbe direction artistique, vraiment très unique, très reconnaissable aussi, et que partage un petit peu Résonance d'ailleurs. Mais du coup j'étais complètement passé à côté de cette nouvelle campagne pour leur nouveau jeu, donc Résonance. Alors Résonance, de quoi s'agit-il maintenant? Eh bien vous allez incarner le rôle de différentes sorcières, blessées et humiliées, mais décidées à prendre leur revanche via l'invocation d'un démon. Et donc tour après tour, vous allez placer des objets rituels afin d'entrer en résonance avec la lune et ensuite pouvoir justement faire cette invocation une fois que les 8 lunes auront été débloquées avec autant de rituels en fait magiques. Et une fois que les 8 lunes auront été débloquées via les 8 objets rituels, eh bien vous pourrez potentiellement invoquer un démon et remporter la partie. Alors c'est un jeu pour 3 à 8 joueurs comme vous le voyez, pour des parties relativement courtes de 20 minutes environ, pour 10 ans et plus, et c'est essentiellement un jeu de cartes, voire même presque un jeu de ambiance on va dire, avec toujours cette direction artistique hyper soignée, hyper classe et très très reconnaissable là encore, assez asymétrique semble-t-il également, mais pour l'instant, ça prend pas spécialement, il faut bien l'avouer, on est actuellement à 120 backers et 5600 euros d'engrangés. Bon, ça... voilà, ils ont fait 120 backers à l'emporte-pièce, mais ça va être difficile d'aller chercher bien plus que, 250, 300 peut-être... ouais, peut-être un peu plus, mais vite fait quoi. Hein. Donc à mon avis, ça va être une campagne assez compliquée. Peut-être que le déménagement de Kickstarter vers GameFound n'est pas forcément le plus judicieux à l'heure actuelle en termes de visibilité pour des éditeurs de faible renommée, on va dire, même si DTDA Games a quand même une petite renommée, notamment par ses visuels toujours aussi classe.
Alors le jeu, le voici, hein, la jolie boîte, hein, d'ailleurs comme toutes les boîtes de DTDA, c'est toujours très joli esthétiquement parlant, les cartes ont l'air d'être magnifiques elles aussi, toujours un peu de... Enfin c'est sobre mais en même temps très classe, avec juste ce qu'il faut de couleur pour que ça pop un petit peu, c'est très joli. Bien évidemment c'est disponible en français pour ceux que ça pourrait intéresser, logique. Vous pouvez aussi lire la page en français directement sur le site de l'éditeur, ce qui vous permettra de naviguer un peu plus facilement et d'obtenir les informations dont vous aurez besoin plus simplement. Le premier pledge est à 49€, c'est le pledge Deluxe Edition qui s'accompagne en plus du jeu d'origine d'un sac comme vous le voyez en arrière-plan ici, ainsi que, j'ai cru voir d'autres choses, oui c'est ça, c'est deux bougies résonance, bon pour l'ambiance pourquoi pas, aucun intérêt en termes de gameplay mais ça peut être assez marrant de jouer à la lueur de la bougie de résonance. Ensuite, on aura aussi deux artworks qui seront signés et numérotés, et puis donc ce petit sac en velours. Je déteste le velours, voilà, sachez-le, hein, ça n'a aucun intérêt de le dire, mais je le dis quand même, je déteste le toucher du velours. Ensuite, on a un pledge plus standard à 24€ qui lui se contente de vous proposer le jeu, et à mon avis c'est bien suffisant. Et puis ensuite vous avez aussi le Early Bird Deluxe, donc à 49€ lui aussi. Donc quelle est la différence avec le Deluxe de base? Il y a quelque chose en plus, il y a un playmat apparemment. Ok, oui c'est ça, un playmat en plus. Donc effectivement c'est un petit plus matériellement parlant, c'est vrai que ça coûte quand même une quinzaine d'euros en add-on apparemment, voilà une quinzaine d'euros en add-on, donc évidemment c'est plus intéressant de le prendre en Early Bird. Mais ceci dit, autant proposer un Early Bird avec un petit playmat de ce genre, c'est toujours sympatoche, autant ça veut aussi dire qu'il faut absolument espérer financer très très rapidement parce que sinon ça la fout un petit peu mal. Après ça dépend si c'est un Early Bird quantitatif, à savoir 200 copies peuvent avoir le Early Bird, ou est-ce que c'est limité dans le temps, genre les 48 premières heures comme c'est parfois le cas. Ensuite, rapidement, on va aller voir ce que ça peut donner en termes de frais de port. Pour la France, bon, c'est très 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 abordable. On est à 4€ pour la version standard, 6€ pour la version Deluxe. Donc voilà, pour ce qui est de résonance, je vous invite fortement à aller consulter la page en français sur le site de l'éditeur directement pour vous faire un petit peu une idée de ce que ça peut vous proposer en termes de gameplay, mais j'ai l'impression qu'on est essentiellement sur de la gestion de main, on va dire, comme bon nombre de jeux de cette catégorie. Donc voilà pour Résonance, 5600€ pour l'instant, ça ne s'oriente pas spécialement très très bien, ça devrait pouvoir financer, hein, soyons tout à fait honnêtes, bien évidemment. D'ici les 16 derniers jours de la campagne, ça devrait financer, mais je pense que avec cette direction artistique, DTDA aurait fait quand même bien plus sur Kickstarter qu'ils ne pourront le faire sur GameFound, à savoir certainement les 350, 400 si on est un petit peu optimiste. On continue avec Return to Dark Tower avec son extension Covenant. Et oui, c'est un très beau succès, près de 10 000 backers et déjà 1 million de dollars engrangés en quelques jours à peine. Il reste 18 jours actuellement, plus de 2 semaines, pour éventuellement aller backer ce jeu sur BackerKit, car oui, c'est l'un des premiers projets de BackerKit en tant que véritable plateforme de financement participatif. Jusqu'à présent, c'était essentiellement du Pledge Manager et désormais ils se lancent eux-mêmes dans les campagnes de financement participatif, un petit peu à la manière de GameFound, puisqu'il y a encore un an, GameFound ne faisait pas de campagne mais exclusivement du Pledge Manager. Donc on a de plus en plus de plateformes à surveiller au quotidien pour le financement participatif, ce qui n'est pas inintéressant, mais là c'est pas forcément l'exemple le plus intéressant, le plus prégnant, dans le sens où Return to Dark Tower, avec cette seconde impression, cette seconde édition du jeu, avec l'extension Covenant, fait plus figure de précommande que véritablement de campagne de financement participatif. C'est un projet qui est mené par Restoration Games, comme le jeu d'origine bien évidemment, qui vous propose le jeu d'origine, bien évidemment qu'on avait vu sur Kickstarter il y a de ça un an et demi, 2 ans maintenant, avec en plus de cela en ajout l'extension Covenant que vous apercevez derrière. Alors Dark Tower c'est toujours cette immense tour centrale au centre du... C'est très redondant ça, centrale au centre du plateau. Bref, on s'en fout. Au centre du plateau avec des effets de lumière, de gaz si je me souviens bien, etc. Et puis une sorte de, comment dirais-je, d'algorithme j'imagine, qui détermine
où les tokens que vous allez glisser au sommet de la tour vont sortir, par quel trou vont-ils sortir, parce que ça va avoir une incidence sur la suite de l'aventure en gros. Hein. Alors ensuite, vous le voyez d'ailleurs avec la tour que l'on voit ici, hein, qui va pouvoir être remplie d'objets divers et variés, et ça va sortir à tel ou tel endroit. C'est assez original, c'est vrai, mais par contre c'est gadget et c'est hyper cher également. Par contre la direction artistique est toujours aussi soignée, le plateau central est toujours aussi joli, il y a du kilo plastique dans tous les sens, vous vous en doutiez déjà j'imagine. Et on en arrive à cette nouvelle extension Covenant qui vient ajouter de nouveaux héros. Ici par exemple le Reverend Astromancer ou encore la Undaunted Aegis par exemple. Mais il y en a donc 4 au total avec chacun leurs compétences asymétriques bien évidemment. On aura aussi de nouveaux monuments qui sont un ajout assez conséquent au jeu, en compris en termes de taille, de place utilisée sur le plateau. C'est assez costaud. Ensuite, on aura aussi les Doom Skulls qui sont des nouveautés également, les Wasteland Tokens, donc les petits tokens ici de terre aride on va dire. Ensuite, on a également des nouveaux trésors, des nouvelles cartes de corruption et ainsi de suite. Donc l'essentiel des composants de cette nouvelle extension se trouve ici. Ça fait pas tant de matos que ça pour une extension. Alors justement, l'intérêt principal au-delà de ça, c'est de prendre également, pour ceux qui auraient raté la première impression du jeu sur Kickstarter, eh bien le jeu de base avec cette tour magnifique qui brille, qui s'illumine et qui crache du dé dans tous les sens. C'est assez joli, il faut bien avouer, c'est un bel objet. C'est un bel objet. La campagne elle-même marche très bien, hein, ils font quand même parler la poudre, soyons honnêtes, mais c'est plus de la pré-campagne qu'autre chose, il n'y a pas vraiment grand chose à se mettre sous la dent en termes de crowdfunding à proprement parler à vrai dire. Puisque vous le voyez, hein, je navigue rapidement dans la campagne ici, et ben il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Il y a certes des petites réductions, des petites ristournes sur les add-ons, peut-être sur les niveaux de pledge également, mais au-delà de ça, on n'a pas vraiment grand chose à se mettre sous la dent. Les achievements ici, donc l'équivalent de stretch goals, va pas ajouter grand chose de très intéressant non plus. C'est essentiellement des choses qui étaient déjà prévues d'origine bien évidemment, comme c'est souvent le cas certes, mais c'est encore plus prégnant je trouve sur cette campagne. Mais bon, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais bon, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une nécessité de passer par le crowdfunding pour ce genre de campagne là. Alors rapidement, les pledge levels, donc les niveaux de pledge disponibles. On en a un à 10$ pour accéder au pledge manager, donc si vous voulez juste espacer le paiement de quelques mois éventuellement. Ensuite, vous avez un pledge à 55$ pour l'extension Covenant, si vous avez déjà, attention, le jeu de base, puisqu'il est nécessaire pour pouvoir bénéficier de l'aspect gameplay de cette nouvelle extension. Ce n'est pas une standalone, attention. Ensuite, on a un Covenant Deluxe, donc, qui est également pour uniquement l'extension, mais avec un pledge un petit peu deluxifié, disons, puisqu'on aura aussi 2 card coffers, et puis également des protège-cartes disponibles, et puis peut-être ces objets que l'on voit ici, qui seront un petit peu deluxifiés eux aussi, j'ai l'impression. Donc tout ça pour 20$ de plus. Ensuite, 150$ pour le jeu de base, mais sans l'extension, attention. Et ensuite, on a un pledge Ascol Bounty pour 300 boules. Ça commence à piquer assez sérieusement pour avoir cette fois-ci le jeu de base, plus Covenant, Alliances, Dark Horde, Coffers 1, Coffers 2, donc tout ce qui a été produit jusqu'à présent pour le jeu. Ensuite, rapidement, les frais de port qu'on a déjà entreaperçus tout à l'heure brièvement. Pour le Canada, 45, 33, 75 en fonction du pledge que vous allez sélectionner. L'Union Européenne, 85, 45, 130 en frais de port. Heureusement, bon, ils ont la présence d'esprit de lui dire attention, la TVA, ceci dit, est incluse, donc c'est pas si cher. Si, c'est diablement cher, si. Mais bon, la TVA est incluse, ça fait ça de plus à calculer en moins, voilà. Mais au-delà de ça, c'est quand même très cher. Et nous qui sommes en Asie, 35, 22, 75, c'est quand même bien plus intéressant pour nous, pour une fois. Voilà pour Return to Dark Tower avec cette nouvelle extension Covenant. C'est toujours aussi joli, c'est toujours aussi classe sur la table, et ça m'attire toujours aussi peu. Première claque de la semaine, et pas dans le bon sens du terme, il s'agit de Dead Man's Chess, pour 2 à 4 joueurs reprenant un plateau d'échecs mais pour en faire un jeu à figurines, à mi-chemin entre le jeu abstrait et le jeu d'escarmouche, de bataille, etc. Ça n'a pas l'air spécialement vilain comme expérience ludique, ça peut avoir son intérêt, j'ai l'impression que les commentaires sont plutôt dithyrambiques, y compris de la part de créateurs d'autres jeux un peu plus connus d'ailleurs que celui-ci, mais visiblement ça ne suffit pas. 103 contributeurs, 22 000 € d'engrangés, c'est pas ridicule en soi, mais il en faudra encore 65 000 pour espérer
financé à 19 jours de la fin de la campagne. C'est donc un jeu pour 15 minutes par joueur autour de la table, donc théoriquement entre une demi-heure et une heure en fonction du nombre de joueurs autour de la table, pour 7 factions uniques et asymétriques utilisables dans le jeu, avec des belles miniatures en plastoc dans tous les sens, mais tout ça pour jouer sur un échiquier. Peut-être que la proposition visuelle est pas forcément hyper ragoûtante, ça vend pas du rêve, soyons honnêtes, mais au-delà de ça, ils vont donc utiliser ce plateau d'échecs avec des factions asymétriques qui seront dans les quatre, dans les quatre sens en fait, on va à droite, à gauche, en bas, à gauche. Je suis perdu dans les sens. Pourtant, il n'y en a que 4, hein. Mais bon, c'est dur. En haut, en bas, à droite, à gauche, voilà. Et donc, ce sera la mêlée générale avec des déplacements qui pourront rappeler en partie les échecs, avec également de la gestion de main, puisque vous aurez des cartes qui pourront venir vous permettre de, faciliter vos déplacements ou alors renverser un petit peu le cours de la partie. Sachez également que contrairement aux échecs, un déplacement sur une case ne veut pas forcément signifier que vous allez manger, on va dire, que vous allez tuer l'unité qui s'y trouve actuellement, puisqu'en fait ça va juste déclencher un combat et non pas une mort subite. Vous pouvez déjà tester le jeu sur Tabletop Simulator, les règles ne sont cependant pas disponibles en français, la campagne apparemment ne propose pas le jeu en français pour l'instant, mais bon, ça peut relativement être assez facile si j'en crois le matériel que l'on peut voir, il n'y a pas énormément de texte et le texte présent n'est pas très compliqué, mais bon, faut quand même pas être trop en mauvais termes avec la langue de Shakespeare. Alors, passons au niveau de pledge. On en a un 30 qui sert essentiellement à accéder au pledge manager. Ensuite, le jeu de base sera à 70 $, avec donc ce plateau et les deux factions que vous voyez ici, hein, The Crew et The Undead. Mais ensuite, on a d'autres néo-pledges pour avoir encore plus de factions, et puis au fur et à mesure également des miniatures déjà pré-peintes, comme c'est le cas ici, pour 150 $. Ensuite, on a aussi un pledge à 260 pour avoir encore plus de matos disponible, avec par exemple ici la faction des Travelers, 520 $ pour avoir encore plus d'accès à des suppléments, avec par exemple ici des figurines pré-peintes pour les Travelers également, bref, des add-ons dans tous les sens. Ça coûte assez cher. Il y a des maps supplémentaires en add-on, c'est vrai, avec par exemple ici le bateau des pirates, on va dire, ou encore le cimetière. Mais bon, c'est quand même très cher pour la proposition que c'est. Visuellement parlant, c'est quand même assez, pas paradoxal, mais assez étrange, cette dualité entre, comment dirais-je, un petit peu le old school du plateau d'échecs et des miniatures, parfois même pré-peintes. C'est un petit peu étrange comme proposition. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être inintéressant au demeurant en termes de gameplay. Ensuite, passons rapidement aux frais de port qui se trouvent ici. Pour le Canada, 10 à 45, ça peut varier j'imagine en fonction de la situation du fret international lorsque la livraison sera sur le point de débuter, mais en gros, en fonction du pledge que vous allez choisir, 10 à 45 $ de frais de port pour le Canada, 12 à 40 pour la France, la Belgique, le Luxembourg par exemple. Pour nos amis suisses, j'imagine que c'est dans Europe 2, ici dans Other EU Countries, sauf que non, c'est pas EU, donc non-EU, alors Europe 3, donc 30 à 60, c'est un petit peu plus cher. Ma foi, c'est à peu près tout pour ce qui est de Deadman's Chess, et non pas Deadman's Chest, c'est une sorte de petit jeu de mots pour ceux qui parlent un peu anglais. Donc 103 contributeurs pour l'instant à 19 jours de la fin de la campagne, c'est pas glorieux, mais en même temps, le projet est assez atypique, j'allais dire bizarre, c'est un petit peu plus négatif, on va se contenter de atypique, mais je pense que visuellement on peut trouver la raison de ce désamour, on va dire, ce manque d'intérêt pour le jeu. On continue avec la campagne de Dodo's Riding Dinos, avec une réimpression plus une extension / standalone, disponible en français, d'où ma surprise tout à l'heure dans le sondage de la semaine, à la vue de la seule voix qui est mise à l'effectif de Dodo's Riding Dinos. Je pensais que le jeu serait un petit peu plus attendu que ça, notamment du fait de sa campagne disponible en français. 2100 contributeurs, ceci dit, le jeu se porte très bien, à 19 jours de fin de la campagne, et 145 000 € d'engrangés d'ores et déjà. Le jeu d'origine, si vous ne le connaissez pas, était déjà l'œuvre de Detestable Games, donc les jeux détestables, j'aime bien ce sens de l'autodérision, avec ici 4227 contributeurs pour le premier jeu, enfin le jeu de base, dont est issue bien sûr cette extension standalone. Donc c'était un très beau succès pour la première fois, hein, la première campagne, il y a de ça 2 ans environ si je me souviens bien, et ils nous reviennent avec une extension standalone, disponible en français à nouveau, pour ce jeu qui est en fait un jeu de course, qui mélange aussi un petit peu cet aspect jeu d'adresse, d'agilité, où on va devoir se lancer des trucs les uns sur les autres,
Et du coup, vous le savez si vous suivez la chaîne depuis suffisamment longtemps et le menu a fortiori, moi et les jeux d'adresse, bah, ça fait 2 voire 3. J'irai pas jusqu'à dire que je préfère lécher une poignée de porte que de jouer à un jeu d'adresse, mais on n'en est pas si loin que ça. Mais bref, ça reste un jeu très très bien noté sur Board Game Geek pour tous les amateurs de jeux d'adresse. Ça peut être assez fun, jeux d'adresse et jeux de course, bien évidemment, ça fait deux thèmes mélangés les uns avec les autres, avec un thème complètement loufoque, avec des dodos sur les dos de dinos. C'est assez bizarre, j'avoue, c'est assez original, c'est très coloré également. Et ça coûte 59€ le jeu de base, 39€ l'extension standalone, et puis bien évidemment c'est aussi l'occasion d'aller mettre la main sur un bundle regroupant les deux, évidemment vous vous en doutez. C'est un jeu pour 1 à 8 joueurs, sachant que, attention, l'extension standalone est disponible pour 1 à 5 joueurs uniquement, mais va peut-être venir s'étendre, s'élargir à plus de joueurs au fur et à mesure que des stretch goals sont débloqués. Pour 8 ans et plus, donc c'est extrêmement familial, et pour des parties de 20 minutes pour une seule course, ou 60 minutes pour un mode coupe qui, j'imagine, regroupe 2, 3, 4 courses d'affilée, j'imagine. Ensuite, je le rappelle à nouveau pour la 3e fois, le jeu est disponible en français, il sera imprimé en entier en français, ce n'est pas uniquement du PDF, donc c'est quand même une très bonne nouvelle. Pour le jeu, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça reste une mention honorable, mais en gros, c'est un jeu de course avec également à la fin du tour des projectiles que vous pourrez vous envoyer les uns sur les autres, un petit peu à la façon d'un Mario Kart en termes de jeu vidéo. D'ailleurs, je pense que l'inspiration première de ce jeu, c'est du Mario Kart. On va s'envoyer différents types de projectiles qui auront différents effets, si tant est que l'on puisse réussir à atteindre le joueur adverse avec ces fameux projectiles, puisque c'est basé sur de l'adresse. Chose dont je suis un petit peu dépourvu, soyons honnêtes. Alors, on passe directement, avant quand même des frais de port, petit côté, comment dirais-je, rappel de précédentes campagnes sur Kickstarter, puisqu'on voit ici que Dragon Band sera présent en partie dans le jeu grâce à Servite et Aureus, donc 2 personnages de Dragon Band qui font leur apparition dans cette extension, ainsi que ici Babby and Cooks qui viennent eux de Warfare Chicken Island, donc des petites allusions à d'anciens jeux. Ensuite, les frais de port, disais-je. On m'a même pas parlé d'ailleurs des frais des différents niveaux de pledge, excusez-moi, je vais un peu trop vite en besogne. Donc on a ici un pledge assez massif pour 195$ contre 260 en boutique pour avoir le jeu d'origine, plus Warfare Chicken Island, plus Kiwi Chow Down, plus l'extension dont on parle aujourd'hui, donc qui fait l'objet de cette campagne, à savoir Dodo's Riding Dinos, Dodo Dash, tout ça bon pour 195$. Ensuite, pour ceux qui s'intéresseraient essentiellement à cette extension ou éventuellement à celle-ci plus le jeu d'origine, évidemment il y a des pledges un peu plus, comment dirais-je, dédiés à votre profil de joueur. Ici donc 39$ pour Dodo Dash, l'extension standalone. Ensuite, la totale avec le jeu d'origine plus l'extension, ça fait 89€. Ensuite, c'est du pledge boutique, et puis ensuite 195, c'est le pledge qu'on a mentionné tout à l'heure si je me souviens bien. Donc c'est à peu près tout, mais éventuellement c'est si vous voulez uniquement l'extension, donc 39 ou 89 si vous êtes intéressé par le jeu de base et que vous ne l'auriez pas encore. Ensuite, nous pouvons maintenant passer aux frais de port un peu plus bas dans la campagne. Alors, où va-t-on trouver ça? Normalement un peu plus bas, j'imagine. Voilà, c'est ça. On y est encore. On y est enfin. Pour le Canada, 19, 25, 39 en fonction du niveau de pledge, 45 pour le all-in. Pour l'Europe, alors on a zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 avec des drapeaux européens de pays un petit peu mineurs, bizarre. Bon, allez, on va jouer, c'est quoi, c'est Bosnie, Biélorussie, Bulgarie et... c'est pas la Lettonie? Je sais pas, mais pourquoi ces drapeaux spécifiquement? Allez savoir. Donc pour la zone 1, on a la Belgique et le Luxembourg, donc ce serait 12, 15, 18, 22 pour vous. Zone 2 avec la France par exemple, mais où est par exemple Monaco, la Suisse? Pas ici en tout cas, donc la zone 2 pour la France, 16, 19, 22, 25. Ensuite vous allez chercher dans la liste pour vous-même, je sais pas, Monaco, etc. pour les autres zones. Ensuite nous au Japon, on a le drapeau japonais, ça nous arrange, 25, 35, 57, 80, ça pique un petit peu. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Dodo's Riding Dinos avec cette nouvelle extension Dodo Dash qui vous permet de mettre la main sur le jeu et son jeu d'origine également, mais on peut aussi tout aussi bien jouer à l'extension standalone sans le jeu de base, c'est l'intérêt d'un standalone. 2100 contributeurs à l'heure actuelle, à 19 jours de la fin de la campagne, 145 000€ d'engrangés, on devrait à ce rythme pouvoir aller chercher à peu près le même nombre de backers
peut-être un petit peu moins quand même que lors de la première campagne. On était quand même 4400 sur la première campagne, je pense que là on sera plutôt aux alentours de 3500 maximum à mon avis, mais ça reste quand même plutôt pas mal. Voilà pour Dodo's Riding Dinos. On enchaîne tout de suite avec Savage, A Game of Survival, donc un jeu de survie qui est en fait un jeu à mi-chemin entre la survie et le jeu d'ambiance à identité secrète, à identité cachée, en semi-coop pour 14 ans et plus, 30 à 60 minutes la partie, donc relativement courte, pour 4 à 10 joueurs. On a actuellement 145 contributeurs à 20 jours de la fin de la campagne, près de 7000 € d'engrangés. C'est pas un énorme succès et c'est pas 10 000 en français, donc on va en parler assez rapidement. C'est un groupe de personnes cherchant à survivre en fait tout simplement après une sorte d'apocalypse on va dire. Sauf que dans le tas il y a aussi potentiellement un de plusieurs traîtres. Donc en fait l'objectif pour les survivants sera simplement de survivre les 4 tours du jeu et éventuellement de se débarrasser des traîtres une fois identifiés. Et pour les traîtres, bien évidemment, ce sera de mettre fin au jour de certains des participants du groupe, en fait, tout simplement certains des membres du groupe. Mais vous le voyez, visuellement, c'est pas très joli, ça vend pas du rêve, mais bon, ça peut être relativement fun. Mais encore une fois, attention, pas de version francophone, donc tenez-le vous pour dit, il faut quand même être assez à l'aise en anglais. 35 $ pour le jeu de base, 70 si on ajoute une upgrade pour les tokens et les protège cartes, 100 $ pour un platinum pour aller bénéficier aussi d'un playmat et de son tapis, enfin de son sac de transport. Bon, pas vraiment une nécessité à mon avis. Et pour ce qui est des frais de port, pour ceux que ça intéresse, c'est 22 pour le Canada et 30 ou plus, ça dépend des pays j'imagine, pour le reste du monde, mais il faudra plutôt les contacter directement pour en avoir le cœur net. Et voilà pour Savage, le jeu de survie qui mêle un petit peu jeu d'ambiance et identité cachée. Pas un énorme succès et ça devrait pas aller chercher beaucoup plus que 300 ou 350 contributeurs à mon avis. Preachify, j'ai hésité à le laisser de côté, mais bon, je l'avais mis dans le sondage, il a reçu une voix, donc voilà, j'en parle rapidement. C'est financé avec un solde de financement un petit peu ridicule à 800 €, donc du coup c'est financé avec 35 contributeurs, il reste 3 semaines pour s'y intéresser éventuellement. Petit jeu de cartes pour 2 joueurs qui se joue en l'espace de 15 minutes environ, ils disent même 11 minutes. Et en fait le but c'est que vous allez essayer de convertir votre adversaire à votre culte en gros, vous allez essayer d'avoir le plus de cultistes de votre côté. C'est pas très joli, ça n'a pas l'air de révolutionner quoi que ce soit en termes de jeu de confrontation, mais bon, ça a sa petite identité visuelle, il y a des cartes en foil un petit peu marrantes, bon, pas d'intérêt plus que ça. Et en plus, je crois pas avoir vu de livraison pour la totalité de la planète, donc j'ai pas cherché plus que ça. Mais voilà pour Preachify, à moins vraiment d'être un hardcore fan de ce genre de thématique, un petit peu cultiste, etc., même si on parle pas directement de l'univers de Lovecraft, bon, il y a peu de chances que ça intéresse grand monde. On continue avec Draconis Invasion Collected Edition avec 2 extensions, Wrath et Glory. Wrath qui avait déjà eu une sortie Kickstarter il y a quelques temps, et Glory qui est une nouveauté, donc pour aller mettre la main éventuellement sur la totalité de ce qui est sorti jusqu'à présent pour Draconis Invasion, un jeu de deck building qui est plutôt très bien noté sur BGG, mais attention, on voit ici un 8.7 ce qui est vraiment excellent sur BGG, mais peut-être potentiellement avec 15 ou 20 notes uniquement, donc c'est pas forcément hyper fiable. D'ailleurs, pour en avoir le connaître rapidement, on va aller voir directement sur BGG, donc Draconis Invasion 2016. Alors tout de suite c'est 7.2, c'est plus du tout 8.7 déjà. Et c'est 500 ratings, mais du coup la note est beaucoup moins intéressante que ce qu'on a vu tout à l'heure. Peut-être que c'était pour Wrath du coup, et c'est Wrath, ok. Wrath qui a donc 8.7 effectivement, mais avec 100 notes. Bon, c'est pas ridicule, c'est pas ridicule. Mais bon, après c'est pas non plus forcément un nombre de notes suffisant pour se faire vraiment un avis sur la question. Draconis, qui nous revient donc pour sa 3e campagne, c'est un jeu de Jonathan Jeffrey Lay, qui a pondu précédemment le jeu de base ici avec 1400 contributeurs, puis 1330 pour l'extension Wrath il y a de ça 1 an et demi, 2 ans, et qui nous revient cette fois-ci avec une nouvelle extension, disponible en français, vous l'avez vu ici avec le drapeau. C'est un jeu de deck building avec une direction artistique vraiment très soignée, on est très clairement sur de la dark fantasy, c'est clair et net. Il y a du dragon, c'est très sombre, il y a du chevalier dans tous les sens, c'est très très classe, vous le voyez, beaucoup de pouvoirs asymétriques, c'est très joli.
Ça a l'air d'être vraiment charmant. Honnêtement, je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam ce jeu de deck building, qui n'est pas mon mécanisme favori au demeurant, hein, vous le savez peut-être si vous suivez la chaîne depuis suffisamment longtemps, mais celui-ci a l'air quand même plutôt classe, ne serait-ce que visuellement, et il a l'air d'avoir une proposition en termes de gameplay pas dénuée d'intérêt non plus. En plus de ça, cette nouvelle extension Glory vient ajouter quelques nouveaux types de personnages pas inintéressants non plus, qui viennent ajouter de nouveautés en termes de gameplay, puisque dans l'extension que l'on voit ici, on aura des mini-cartes campagne qui vous permettront d'aller enrichir le jeu un petit peu à la façon d'un Legacy, même si ce n'est pas un Legacy. On aura aussi des cartes de terreur qui viendront enclencher des événements qui viendront chambouler un petit peu le cours de la partie. Et puis on aura aussi des invocations, si je me souviens bien, qui vous permettront de garder des cartes que vous aurez piochées ou achetées précédemment via le mécanisme central de deck building, pour les garder sous le coude et les sortir au timing souhaité. Donc ça c'est assez intéressant en termes d'ajout, et vraiment je suis plutôt moi personnellement séduit par l'aspect visuel de ce jeu. Je ne suis pas spécialement expert en Dark Fantasy, même si je suis amateur du genre, mais je trouve que c'est très très bien réalisé visuellement parlant. Les icônes ont l'air d'être relativement lisibles, tout ça a l'air d'être quand même plutôt pas mal. Alors qu'y a-t-il de nouveau dans Glory? Donc disais-je, les invocations, hein, c'est vraiment le truc central, vous le voyez ici avec le petit texte, hein. After you buy a card, store it under this card during any future turn, gain it to your hand. Donc en gros, vous placez la carte que vous venez d'acheter sous cette carte pour pouvoir la sortir à peu près quand vous le souhaitez. Donc ça c'est plutôt intéressant et c'est un gros game changer comme on dit. Avec donc 8 nouveaux champions, mais je crois que dans les Stretch Goals on en a déjà débloqué de nouveaux, tous aussi classes les uns que les autres. Ensuite, 8 cartes de bonus que vous attribuera le roi en fonction de vos progrès sur la partie. Donc ils pourront vous apporter de nouveaux bonus et de nouveaux, des nouveaux avantages pour la suite de la partie, on va dire. Ensuite, il y a l'extension Wrath qui donc bénéficie de ce 8.7 sur BGG qui est à nouveau disponible aussi dans la campagne. Celle-ci date déjà de 1 ou 2 ans, si je me souviens bien, mais est à nouveau disponible dans cette campagne, avec là aussi toujours une très belle direction artistique. Mais sans trop attendre, on va aller voir directement les différents niveaux de pledge. Quand même, ça a quand même de la gueule, hein, excusez-moi. Avec les règles en français, je le rappelle, que vous pouvez aller voir directement ici. Donc disais-je, les niveaux de pledge. Alors donc ici pour l'extension Glory, pour ceux qui auraient déjà le jeu de base, voire même le jeu de base plus la première extension Wrath, il faudra débourser uniquement 15$ américains pour prendre cette nouvelle extension Glory. Ensuite, Glory plus le token de dragon en métal que vous voyez ici, qui n'a pas un grand intérêt mais c'est un petit plus, pour 25$. Ensuite, Glory plus Wrath, donc les deux extensions pour ceux qui auraient déjà le jeu de base mais aucune extension, 46$. Ensuite, Glory plus le jeu de base pour ceux qui ne l'auraient pas, 55$. Et puis ensuite, Glory plus le jeu de base plus Wrath, donc la totalité de ce qui est sorti jusqu'à maintenant, 86$. Ça reste à peu près abordable vu le contenu. Il y a énormément de matos. On a au total, je crois, plus de 500 cartes maintenant. Donc c'est quand même un gros deck building avec des ajouts intéressants dans cette nouvelle extension aussi. Donc c'est quand même pas dénué d'intérêt. Et je pense que c'est certainement le meilleur deal, le meilleur prix que vous pourrez trouver, puisque je suis pas persuadé qu'on le retrouve en magasin de sitôt, même s'il y a une version française apparemment. Ensuite, on a un pledge vraiment all-in de la mort qui tue, hein, le Collected Edition, all-in avec donc tout le matos des trois items, donc le jeu de base, l'extension Wrath, l'extension Glory, plus des playmats, 6 playmats, donc ça fait quand même un paquet, plus des add-ons par-ci par-là aussi, et peut-être un artbook j'ai l'impression. Le tout pour 185$, ça commence à piquer un petit peu plus par contre. En add-on, vous verrez un petit peu à la carte ce que vous pourrez prendre et ajouter à votre pledge. Et ensuite, donc, pour les frais de port, ça dépend bien évidemment de la région. Comme toujours, pour le Canada, on va osciller entre 17 et 27 selon le pledge. Pour ce qui est ensuite de l'Union Européenne, avec la France, la Belgique, le Luxembourg, c'est le même niveau de pledge, hein, vous le voyez ici, EU1. Donc même chose que pour le Canada. Ensuite, pour nous qui sommes en Asie, éventuellement ici Japon, 45 jusqu'à 62, ça coûte quand même un petit peu cher en frais de port. Mais je suis assez curieux de ce que peut proposer Draconis Invasion. Ce jeu a l'air d'être quand même vraiment très joliment illustré, il a l'air d'être plutôt prometteur en termes de gameplay également, surtout depuis l'ajout de Wrath et de Glory. Mais ceci dit, je suis pas suffisamment fan des jeux de deck building pour pouvoir mettre la main là-dessus, surtout que les frais de port sont quand même particulièrement salés pour le Japon. Mais voilà, donc 1000 contributeurs à l'heure actuelle pour Draconis Invasion, 67 000 € d'engrangés, à 25 jours de la fin de la campagne, vous avez largement le temps
de vous pencher sur son sujet. On enchaîne tout de suite avec un nouveau projet, il s'agit ici de Davy Jones' Locker, The Kraken Wakes. Donc encore une fois, un Davy Jones, les tentacules, voilà, vous connaissez un petit peu la chanson. Hein, quand on fait un jeu thématique pirate, souvent on vient y inclure soit un Cthulhu, soit une sorte de grosse pieuvre à tentacules gigantesque. C'est le cas ici, avec donc Davy Jones' Locker, 565 contributeurs, 35 000 euros d'engrangés déjà, c'est plutôt un très beau résultat. Très beau, bon, tout est relatif bien évidemment, hein, ce n'est pas un gros projet, donc c'est pour ça que je me permets de dire que c'est un beau résultat, parce qu'en fait c'est un couple, Zachary Jacob et sa femme, je ne sais plus, j'arrive pas à trouver son nom, mais bref, on s'en fout, ça va être Katie Jacob, c'est ça, Katie Jacob et Zachary Jacob, donc un couple qui s'est dit tiens nous aussi on va faire un jeu, pourquoi pas, et du coup ils se sont lancés, et donc c'est un petit projet très familial, hein, pour 1 à 4 joueurs, donc jouable en solo, 30 minutes par joueur autour de la table pour 14 ans et plus. Et c'est un jeu coopératif dans lequel chacun des joueurs autour de la table vient essayer de, comment dirais-je, améliorer son équipage et son équipement sur son propre navire pour ensuite ultimement pouvoir se réunir tous ensemble et se foutre sur la tronche avec le Kraken justement, avec Davy Jones. En gros, c'est à peu près tout. Visuellement, eh bien, ça reprend un petit peu la charte graphique de nombreux jeux qui se placent dans cet univers de pirates, avec ce côté un petit peu parchemin, papier vieilli comme ça. Et ensuite, vous avez plein de manières d'aller, comment dirais-je, enrichir votre navire, hein, que ce soit en termes d'équipement comme d'équipage. Les équipages ayant, bien évidemment, vous en doutez, des spécificités, des capacités différentes les uns des autres. Et donc, ça va être relativement intéressant de ce point de vue-là. Et puis, vous aurez également, au fur et à mesure de la partie, des petits événements qui viendront ajouter un petit peu de variabilité d'une partie à l'autre. Donc, c'est pas dénué d'intérêt de ce point de vue-là également. Vous pourrez faire dans ce monde une sorte de bac à sable. Vous pourrez aller visiter des ports, vous pourrez aussi partir à la recherche de certains trésors, vous pourrez aussi visiter des marchés, donc tout un tas d'actions disponibles à vous lors de la partie, mais le but ultime reste de vous rejoindre ultimement à la toute fin pour tout simplement essayer de casser les dents du Kraken, hein, tout simplement lui faire une sorte de triple lutte, se piquer au niveau de la carotide, en gros. Hein. Voilà. Après, pour un petit jeu très indies, très indépendant de ce petit couple, dont c'est le premier jeu hein, qui plus est, c'est visuellement pas vilain. C'est pas extraordinaire, hein, ça casse pas 3 tentacules à un kraken, mais c'est pas vilain, ça fait plutôt le job. Donc j'aurais tendance à dire pourquoi pas soutenir ce petit projet d'un couple qui s'est mis en tête de faire un jeu. Après, reste à voir le prix, les frais de port, bien évidemment. Donc je dis ça un petit peu en sachant pertinemment que moi je ne vais pas backer, mais c'est vrai que ça fait partie de ces petits projets qui ont un charme un petit peu particulier. Alors, on passe maintenant donc aux différents niveaux de pledge. Alors on a ici pour 75$ le jeu de base, sachant que vous pouvez le voir ici, un Tabletop Simulator, vous pouvez tester le jeu sur TTS pour vous faire un petit peu la main. Donc disais-je, 75$, qu'est-ce qu'on a pour tout ça? On a donc ici le plateau double face hein, pour la carte qui vous permettra d'aller enrichir votre équipage, aller partir à la chasse au trésor, etc. Et puis de l'autre côté, la face combat contre Davy Jones, contre cette grande pieuvre. Ensuite, les plateaux double face, là encore pour les navires, hein, donc individuels, hein, les plateaux bien évidemment, avec chacun leur propre charte graphique légèrement différente, avec ici le Nautilus, même si ce n'est pas un sous-marin, ou The Sea Dragon par exemple, on en voit chacun des noms un petit peu différents. Peut-être un petit peu d'asymétrie, allez savoir, j'ai l'impression, puisque j'ai l'impression que la répartition des logos est parfois un petit peu différente, par exemple ici jaune-vert, ici on a vert-rouge. Bon, j'imagine qu'il y a un petit peu de raison derrière cette organisation un petit peu différente des plateaux, donc peut-être potentiellement un petit peu d'asymétrie. Les petites miniatures pour le Kraken et puis également pour les ships, donc pour les bateaux. Et puis ensuite on aura donc un tas de tokens en carton, peut-être des pièces de métal en add-on, j'imagine, on va aller voir un petit peu plus bas. Ensuite, continuons, on aura des tuiles, des polyomino pour aller modifier un petit peu la carte en fonction des différents événements qui se trouvent d'ailleurs ici. On aura aussi d'autres types de cartes comme les trésors, comme les navires naufragés, enfin bref, les épaves en gros, et ainsi de suite. Donc tout un tas de petits événements qui vous permettront d'aller récolter des nouveaux équipements, des nouveaux membres d'équipage, et ainsi de suite. Donc c'est pas inintéressant au final, mais reste quand même que le jeu est exclusivement pour l'instant disponible en français, pas en français du coup, mais en anglais, et pas du tout en français. Donc comme vous voyez, il y a quand même pas mal de textes
ça peut être un peu handicapant si on n'est pas à l'aise en anglais. Continuons, je crois qu'on n'a qu'un seul niveau de pledge, qu'on vient de voir à 75 $. Oui, c'est ça, c'est le seul niveau de pledge. C'est pas plus mal, j'apprécie les campagnes qui font un seul niveau de pledge, ça évite de tergiverser et ça évite aussi de faire fonctionner le FOMO, cette fameuse peur de rater quelque chose en add-on, etc. Donc là au moins c'est pas le cas et c'est plutôt cool. Le shipping, donc les frais de port, Canada 23 $, Union Européenne 19 $, là aussi c'est relativement clair, 28 pour les pays européens qui ne font pas partie de l'UE, donc peut-être la Suisse par exemple. Ensuite, pour l'Asie, nous on est donc aux zone 2 apparemment, zone 1, Asia zone 1 avec le Japon, 30 $ de frais de port. Ouais, ça entérine clairement comment dirais-je, l'absence d'une contribution potentielle de ma part. Mais en tout cas, joli petit projet, assez sympatoche, en la personne de David Jones Locker, The Kraken Wakes. 565 contributeurs à l'heure actuelle. À 26 jours de la fin de la campagne, vous avez largement le temps de voir venir pour ceux qui seraient éventuellement tentés par l'aventure et rejoindre donc les 560 contributeurs qui se sont déjà ligués sur le projet. On continue avec Drunk Drawer, 200 contributeurs et 8000 €. Presque la moitié du seuil de financement atteint après 3-4 jours, c'est pas forcément hyper positif, mais bon, il reste encore 26 jours pour se faire la main et voir si le jeu peut financer. 1 à 4 joueurs pour ce jeu de 20 minutes en polyomino, disons, c'est moi qui ai plutôt la polio là, j'ai du mal à parler. Jeu de polyomino, disais-je donc, on va recevoir des tuiles de différentes formes et on devra organiser un petit peu son tiroir pour éviter qu'il soit trop en bordel. Voilà. Je suis pas sûr de vouloir faire le ménage en jeu de société, donc a priori c'est pas pour moi, mais au moins c'est un petit puzzle spatial qu'on en voit de temps en temps. C'est pas forcément désagréable en soi, mais la thématique m'attire pas. La direction artistique non plus, donc c'est pas pour moi a priori, mais bon, ça peut être fun, à voir. Pour ce qui est du prix, c'était... Bon, on va directement passer par là si on voit pas éventuellement. Alors c'est ça, les rewards, donc les niveaux de pledge. On a un pledge à 35 $ pour le jeu de base, sachant que bien évidemment le shipping, les frais de port seront chargés à la fin de la campagne, enfin même après la campagne. Donc 35 $ le jeu de base, ensuite 65 pour avoir 2 copies du jeu, et ensuite 70 c'est pour les retailers, donc pour les boutiques. Donc apparemment donc 35 $ et c'est marre, en gros. Ensuite le shipping, donc les frais de port pour le Canada 20-25 en fonction du niveau de pledge, plus 5 par copie supplémentaire. Et pour l'Union Européenne, 23-28 plus 5 $ là encore par copie supplémentaire. Et pour nous en Asie, 30-35-35, ça commence à faire aussi cher que le jeu lui-même. C'est pas forcément très sexy. Ma foi, c'est à peu près tout pour Drunk Drawer. À voir si les jeux de polyomino et de petits arrangements spatials, de puzzles spatial peut vous plaire. C'est potentiellement pour vous. C'est qui plus est, me semble-t-il... Ah non, c'est pas un premier projet, c'est un deuxième projet pour Winsmith Games, et pas Will Smith, c'est pas un jeu qui fout des baffes. Winsmith Games qui avait déjà fait 10 Gallon Tank, aucune idée de ce que c'était, avec 380 contributeurs à l'époque. D'accord, ok. Donc petit éditeur, donc c'est le deuxième projet qui devrait faire un petit peu mieux peut-être que le premier, mais c'est pas garanti, parce que pour l'instant on est quand même assez loin du seuil de financement. Décidément, les cultistes et Lovecraft ont le vent en poupe, et le vent dure depuis des années, donc en fait c'est même pas très bien utilisé comme expression, mais bref, c'est populaire, ça le reste depuis des années et des années dans le monde ludique, et on le retrouve ici avec Primordial Secrets. Bon, ceci dit, ce culte-là n'a pas beaucoup de fidèles, vous le voyez, 142 contributeurs à peine, 8000 € d'engrangés sur 11 000 nécessaires, ça devrait pouvoir financer à terme, mais ça va pas faire un très gros score. C'est un jeu compétitif de deck building, qui vient prendre, comme de nombreux jeux, place dans l'univers de Eldritch, donc de l'univers de Lovecraftien, on va dire, en gros. C'est visuellement pas très joli, ça se joue pour 2 à 4 joueurs sur 45 à 90 minutes, pour 13 ans et plus. Bon, c'est pas magnifique, très clairement, mais c'est un deck building relativement classique. Est-ce que ça saura trouver sa place dans l'univers du jeu, au sein de cet univers très très fourni qu'est l'univers des deck building? Bah, rien ne le garantit a priori, c'est pas spécialement très joli non plus, bon, je sais pas, faut voir. Un jeu de deck building de 2 à 4 joueurs, c'est pas non plus particulièrement innovant, je sais pas, faut voir. Et d'un autre côté, ici, ils nous disent que c'est l'un des deck building les plus innovants au monde, donc voilà, bon, en même temps ils défendent leur bout de gras bien évidemment, mais bon, je suis pas confiant. Mais bon, encore on nous dit plusieurs chemins vers la victoire, là encore c'est pas forcément unique dans l'univers du deck building, bon bref, vous vous ferez une idée un petit peu par vous-même.
Pas de version française ou francophone d'ailleurs, tout du moins, ceci dit durant la campagne. Est-ce que ça sera vous bloquer ou non? A priori, ça va pas l'air d'être très compliqué, mais il y a toujours un petit peu de texte sur les cartes, à voir. Après, pour les amateurs de l'univers de Lovecraft, ça peut être assez sympa malgré tout pour l'objet de collection, on va dire. Mais peut-être que le jeu est très bon après tout, je ne sais pas. On a un premier pledge à 39$ pour une copie du jeu de base, un Primordial Secrets, 39$. Ensuite, on a un God Tier, donc là j'ai envie de dire, comment dirait-on en français? Le mot qui me vient en japonais, donc Ikinari, comme ça tout de suite, tout à coup, on passe de 39 à 259$ pour le God Tier, donc un pledge mécénat en gros, hein, qui vous permettra d'avoir un t-shirt à l'effigie du jeu, ainsi qu'un artwork de 8 par 10 cm, certainement signé par le dessinateur, que sais-je, mais bon, très clairement, c'est limité à 12 backers, et c'est très clairement un pledge mécénat pour les aider à aller chercher ce seuil de financement. Mais c'est à peu près tout. On passe donc aux frais de port. Les frais de port se trouvent ici. Voilà. Canada 21$, Union Européenne 20$, Suisse 26$, reste de l'Asie pour nous au Japon 28$. C'est pas donné en termes de frais de port pour un jeu qui à la base est pas spécialement très très cher lui-même. Ça aussi c'est une raison de plus pour lesquelles les jeux à entre guillemets bas prix, donc de l'ordre de 25 à 45-50$ désormais, c'est relativement considéré comme un bas prix, 50$ maintenant. Sur Kickstarter, c'est pas forcément les plus adaptés parce que par derrière, on va prendre la TVA et les frais de port. Et au final, on va se retrouver avec des frais de port plus TVA qui vont presque atteindre le tiers, voire les 2 tiers parfois du prix du jeu, même parfois atteindre le prix du jeu quand vous vivez dans des pays un peu plus reculés. Voilà pour Primordial Secrets, ce ne sera pas un gros succès, mais ça devrait pouvoir financer si ça n'annule pas entre temps. 142 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne, 8000€ d'engrangement. On enchaîne avec Pandemonium Estate et la grosse patate de forain au niveau de la jugulaire malheureusement pour Winter Moon Games. Alors est-ce que c'est leur premier projet sur GameFound ou même Kickstarter d'ailleurs? J'ai l'impression, oui. Premier projet pour eux. Peut-être qu'il aurait fallu d'abord faire un tour du côté de chez Kickstarter pour tester un petit peu l'eau. Parce que pour l'instant, le nombre de backers c'est pas folichon, hein, clairement. 78 backers, 7400$ d'engrangés. Bon, il reste 26 jours, mais très honnêtement, je doute que ça finance à l'heure actuelle. Il faut quand même 30 000$ pour aller chercher le seuil de financement. C'est pas garanti, et pourtant, j'ai envie de dire que la proposition est pas vilaine. Déjà, visuellement, vous le voyez, la direction artistique est pas vilaine du tout. On a des miniatures qui ont l'air d'être relativement sympas. Le plateau, bon, c'est un petit peu abstrait, mais c'est pas vilain. Les dés ont l'air d'être un petit peu, comment dirais-je, propre au jeu, quoi, des customisés, on va dire. Et du coup, je trouve ça assez décevant comme résultat. J'aurais pu espérer plus, mais d'un autre côté, vous le voyez même dans le sondage de la semaine dernière, il n'était pas présent. Je ne l'avais pas vu passer. Il était certainement déjà en pré-campagne sur GameFound, mais c'est un petit peu moins mis en avant que les autres jeux, disons. Et du coup, j'étais passé complètement à côté. Et pour l'instant, beaucoup de gens sont passés à côté, 78 backers, et pourtant le jeu a l'air pas mal, je me répète. Jeu d'exploration, de dés, d'aventure, compétitif, avec un petit mode campagne, dans lequel vous aurez différents scénarios qui se joueront tous différemment les uns des autres apparemment. Vous êtes dans un mansion, donc une sorte de manoir, vous êtes là contre votre gré, dans un monde qui existe entre le monde et le temps, donc c'est un petit peu perché. Mais chacun des 8, je crois, scénarios disponibles pour l'instant va modifier un petit peu les règles. Donc d'une partie à l'autre, vous aurez certainement un gameplay un petit peu différent et finalement des parties très différentes les unes des autres. Donc de ce point de vue-là, c'est pas inintéressant. Je trouve que visuellement, ça paye pas de mine, mais c'est plutôt joli. Mais malgré tout, pour l'instant, ça marche pas fort du tout. Donc c'est un jeu pour 14 ans et plus, 2 à 5 joueurs, 30 minutes la partie. Vous avez ici quelques miniatures qui sont plutôt très jolies, avec 8 personnages différents, avec des petites spécificités, vous voyez, avec leurs traits de personnalité uniques, et donc certainement des capacités un petit peu uniques et asymétriques. Ensuite, le reste, je vous laisse découvrir un petit peu rapidement, on va pas passer trop en détail sur le gameplay, hein, je l'ai dit, un petit peu d'exploration, un petit peu de gestion de main, et de points d'action notamment, de déplacement. Un pledge unique à 59$, c'est pas exagéré, le matos a l'air d'être plutôt qualitatif, il y a des miniatures, bon ça les vaut à mon avis, en tout cas en termes de matériel, après allez voir si le jeu est suffisamment bon, c'est pas forcément garanti. On a quelques petits add-ons par-ci par-là pour deluxifier un petit peu les composants par exemple,
Ensuite, on a également des dice screens. Alors, je sais pas très bien à quoi ça va nous servir là pour le coup. Bon, ok, quelques petits add-ons par-ci par-là, mais la campagne présente plutôt pas mal. Mais visiblement, bon, ça marche pas des masses. J'imagine que les différents plateaux qui vont venir se réunir au centre du plateau, enfin, qui vont composer en fait le plateau central, vont être différemment organisés d'une partie à l'autre, ce qui là encore vient renforcer cet aspect très fortement variable et donc fortement rejouable. Moi, je suis assez surpris par le manque d'attrait de cette campagne, enfin pour cette campagne plutôt, parce que le projet est pas vilain, franchement. Du coup, j'aurais préféré le voir sur Kickstarter pour une première tentative, parce que je pense qu'il y avait moyen de faire un assez joli résultat. Ensuite, passons les frais de port, parce qu'on a déjà vu le seul niveau de pledge, hein, 59$ si je me souviens bien. Pour les frais de port, Canada 25$, Union Européenne 25$ également, Suisse 40$, ça pique un petit peu plus, et nous pour le reste du monde 55$, ça pique encore plus. Et voilà, c'est tout ma foi pour Pandemonium Estate, qui me semble avoir un résultat assez décevant malgré des promesses pas inintéressantes sur le papier. Petit détour du côté de chez Ulule, c'est le seul cette semaine, avec le Gwent original. Alors pas forcément pour en faire de la promotion, mais peut-être pour vous prévenir éventuellement pour ceux qui passeraient dessus. Mais je pense que ceux qui sont spectateurs de la chaîne connaissent suffisamment bien l'univers du jeu de société pour se poser potentiellement la même question que moi. Est-ce que c'est legit, comme on dit en anglais? Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est... comment dirais-je? Est-ce que c'est vraiment un projet en lequel on peut avoir confiance? Je m'explique, c'est un jeu de cartes issu du jeu vidéo The Witcher 3e épisode, qui a bénéficié d'ailleurs de plusieurs portages d'ailleurs en jeu vidéo me semble-t-il, mais peut-être également en jeu de plateau véritablement, via l'éditeur d'ailleurs du jeu de vidéo si je me souviens bien. Je crois me rappeler que c'était le cas. Et du coup, j'ai l'impression que c'est une sorte de copie, disons, pas du tout officielle, et je suis pas persuadé du tout qu'ils aient les droits pour le faire. Donc peut-être que je me trompe, si c'est le cas, tant mieux, et si c'est le cas, je m'en excuse, mais je tenais quand même à prévenir les gens au cas où, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la licence qui permettrait d'utiliser en fait les visuels, le nom, les personnages du jeu. Donc, je sais pas, à voir si vous avez poussé un peu plus vos recherches dans la campagne que je ne l'ai fait, ce qui est fort possible, hein. J'ai regardé 5 minutes pour voir, mais j'ai pas vu de mention faite d'une quelconque licence particulièrement chère qui plus est, parce que The Witcher, croyez-moi, c'est pas une licence forcément facile à obtenir, ils sont pas donnés. En plus de ça, pour l'instant, le projet vient de se lancer il y a 4 jours à peine. On a pour l'instant 29 contributions pour un jeu qui à l'origine est très 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 populaire, donc là aussi j'aurais plutôt tendance à dire attention. Mais bon, il reste 41 jours, on aura certainement le cœur net d'ici assez peu de temps, je pense. Donc voilà, attention, j'ai pas beaucoup parlé du jeu parce que le jeu est très très connu, c'est un jeu de confrontation un peu format Magic et compagnie, enfin, comme vous en connaissez beaucoup dans ce registre-là, basé sur l'univers de The Witcher, donc le sorceleur. Mais je tenais quand même à vous dire, plutôt que de parler vraiment du gameplay, peut-être petit warning, on va dire, attention, je suis pas sûr et certain que le projet voit son terme, en tout cas pas de la meilleure manière possible, mais bon, je me trompe peut-être, je l'espère en tout cas. Voilà pour le Gwent original du côté des jeux Ulule, je vous mettrai de toute façon le lien vers la campagne, comme pour toutes les autres campagnes d'ailleurs, dans la description de la vidéo. D'ailleurs, avant de passer au prochain projet, sachez quand même que en plus c'est assez cher, 55€ le jeu complet, 75 pour avoir un tapis de jeu pas très très joli, hein, vous les voyez ici, et ensuite 100€ pour 2 copies du jeu. Donc voilà pour The Gwent original à nouveau, hein, mais pas très très confiant. Et ma foi, c'est à peu près tout pour les mentions honorables de la semaine. On va donc passer maintenant aux 2 gros projets de la semaine. Euthia Resurrected, donc le nouveau Euthia, le Euthia nouveau rené de ses cendres, et puis Bloodstones, le nouveau jeu de Martin Wallace. Bon, ça y est, le moment est arrivé de vous parler de Euthia. Xavier, es-tu là? Xavier, es-tu parmi nous? Regardes-tu ton compère faire ses menus crowdfunding semaine après semaine? On le verra très rapidement avec Euthia. Euthia, c'est un peu le jeu de Xavier. Il en a déjà fait 3 vidéos sur la chaîne. Je vous encourage à nouveau à aller voir la précédente, enfin celle qu'il a fait très récemment, cette semaine d'ailleurs, dans laquelle il présente le scénario le plus long du jeu de base.
vidéo de 3 heures, donc accrochez-vous, mais apparemment ce genre de format a ses fans aussi, parce qu'on a déjà plus de 500 vues sur la vidéo, donc c'est plutôt très très bon. Quoi qu'il en soit, Euthia Resurrected, donc la prise en main par Steamforged Games de Euthia après le précédent échec du côté de chez GameFound du jeu pour sa seconde impression et les nouvelles extensions qui allaient avec. Et ben la reprise a été efficace, 1 million d'euros engrangés pour l'instant avec 4439 contributeurs 6 jours avant la fin de la campagne. Bon, vous l'avez vu lors de la précédente campagne, ils avaient fixé un objectif de financement qu'ils avaient atteint, qu'ils avaient largement dépassé, mais finalement ce n'était pas vraiment leur objectif véritable. Et on le comprend, hein, c'est pas les seuls qui ont utilisé cette technique sur Kickstarter et sur GameFound à fixer des objectifs de financement pas forcément très réalistes, ou alors réalistes mais pas forcément en accord avec leurs véritables attentes, leur permettant de, comment dirais-je, de survivre à la production de leur propre jeu. En fait, certainement, le jeu d'origine était arrivé en fait au tout début du Covid, si je me souviens bien, ou en tout cas la livraison s'était opérée plus ou moins à cette période-là charnière où les frais de port avaient complètement explosé tout à coup, et j'imagine que du coup la gestion des fonds engrangés lors de la première campagne avait été utilisée notamment pour éponger un petit peu l'excès, sans forcément qu'il soit réparti sur les backers qui n'avaient pour eux-mêmes rien demandé en termes de frais de port, bien évidemment. Du coup, ils avaient jeté l'éponge, ils avaient même mis fin à leur propre maison d'édition, hein, Dia Games, et du coup on se pensait tous que Euthia c'était fini, qu'on ne le reverrait plus jamais. Et puis Steamforged Games est arrivé et a repris le projet en main, en collaboration avec les membres originels de Dia Games bien évidemment, pour nous reproposer Euthia, et pour l'instant ça marche plutôt pas mal. Il reste une semaine, je pense qu'on va certainement aller chercher les 6500 voire 7000 contributeurs. On pourrait penser que le jeu aurait attiré bien plus que ça, parce que quand le jeu avait été annulé, ça avait fait vraiment tout un foin sur les réseaux. C'était un jeu très populaire pour ceux qui ont pu y jouer, mais d'un autre côté, on peut expliquer peut-être l'absence de back en masse, disons. On n'a pas 10 000 backers, 15 000 backers pour un jeu très très bien noté et très populaire. Aussi parce que le jeu est très 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 cher, il faut bien l'avouer. On va voir ça un petit peu, on va voir aussi un petit peu ce qui est nouveau là-dedans. Je le rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, d'exploration, d'aventure, de RPG en fait plus ou moins, mais sans les scénarios, narratifs on va dire. Il n'y a pas vraiment de narration, il y a une narration qui va émerger de vos parties par vous-même, par vos actions, mais il n'y a pas de partie narrative avec des textes à lire pour savoir ce qu'on doit faire au prochain tour et ainsi de suite. Donc en coop, en compétition ou en solitaire, pour des scénarios allant de 30 à 120 minutes par joueur. Et le tout pour 14 ans et plus. Ensuite, pourquoi backer maintenant, nous dit-on? Eh bien d'abord pour pouvoir bénéficier du personnage du nécromancien qui sera bien ajouté gratuitement à tous les niveaux de pledge, donc Core, All-In et Returning Backer. Donc tous les pledges différents auront ce personnage en gratos. Et ça c'est quand même un gros plus, ça vaut 15$ sinon. Ensuite, également, on aura la possibilité de mettre la main sur un Vort Die, je ne sais pas très bien à quoi ça correspond, il faudra demander à Xavier éventuellement, et qui sera offert à tous les Returning Backer Pledge, donc à toutes les personnes qui auront backé le jeu à l'origine. Ensuite, on va pas passer non plus trop de temps sur ce que Euthia, je pense que pas mal de gens en ont entendu parler, ça ressemble approximativement en termes de thématiques et de propositions, pas en termes de mécanisme, mais de propositions thématiques et visuelles à ce que peut proposer Mage Knight par exemple. C'est disponible en français, sachez-le aussi, je l'ai dit un petit peu tard, mais de toute façon il y aura le petit drapeau comme d'habitude en début d'intervention avec la petite marseillaise en format 8 bits. Les pledges, attention, ça va piquer, cachez les enfants, mettez-les au lit, ça va faire mal, vous allez saigner des yeux. Mais bon, c'est Euthia, c'est comme ça, que voulez-vous. On a un pledge de base à 180$ pour le jeu de base. Pas d'extension particulière, enfin si, il y a des extensions de la campagne d'origine qui sont incluses dans le jeu de base, mais ça fait quand même 180$ le jeu de base. En français certes, mais quand même. Mais vous le voyez, hein, le matos c'est quand même assez conséquent. 6 héros uniques, 8 scénarios rejouables à l'infini, 35 miniatures, 76 tuiles de map, donc de cartes réagençables d'une partie à l'autre, ce sera très différent. Près de 350 cartes, 603 tuiles, 885 tokens et ainsi de suite. Bref, c'est un jeu lourd, très très lourd. Ensuite, les personnages ont été Ciri, Maldur, donc ça vous les connaissez déjà si vous avez joué au jeu, ce sont les mêmes évidemment, c'est le jeu de base, donc ça ne change pas de ce point de vue là.
Ensuite, les tuiles de map, justement, que l'on peut voir, les cartes pardon, de monstres, les cartes de monstres élites, donc un peu plus coriaces, les tuiles de matériel, de marché que vous pourrez acheter pour aller équiper votre héros et le rendre de plus en plus puissant. Ensuite, ajout de cette campagne également, l'extension Elementals. On avait déjà dans le jeu d'origine 4 élémentaires, l'élémentaire de feu, de terre, d'air et d'eau. Cette fois-ci, ils bénéficient de miniatures beaucoup plus classe, beaucoup mieux réalisées, avec chacun sa propre couleur. Ça permet de les différencier bien plus facilement, et même si on pouvait déjà les différencier un petit peu, c'est quand même bien plus joli, très clairement. Donc bel ajout, et ce sera inclus dans la boîte de base. Pour ceux qui ont déjà la boîte de base, par contre, il faudra raquer. Ensuite, l'extension Griffin est déjà incluse dans la boîte de base, ce qui n'était pas le cas précédemment, mais maintenant ça fait partie de la boîte de base. Ensuite, les free upgrades aussi avec toutes les miniatures, y compris les héros apparemment, qui bénéficieront d'un traitement en wash. Donc les ombres seront un petit peu déjà présentes sur les miniatures via un traitement qui s'appelle le wash en anglais, je ne sais pas comment dire ça en français, mais ça donne un effet d'ombrage sur les miniatures, ce qui fait que vous n'avez pas forcément besoin d'aller les peindre par derrière, elles sont déjà très jolies en l'état. Ensuite, le Returning Backer Pledge, donc le pledge typiquement pour les gens qui ont déjà backé la campagne d'origine et qui voudraient maintenant mettre la main sur le contenu supplémentaire. Eh bien, c'est quasiment la même chose, c'est aussi cher que le jeu de base, quasiment à 10$ près, 170$. Ça pique, ça pique, ça pique. J'ai l'impression qu'on me fouette avec des orties au niveau des yeux, plus ou moins. Alors donc, qu'est-ce que ça vient nous ajouter? Un nouveau héros unique, donc encore un peu plus de rejouabilité, de découverte avec un nouveau héros avec ses propres spécificités bien évidemment. 5 nouveaux scénarios, 35 miniatures supplémentaires, 40 tuiles de map supplémentaires, plus de 250 cartes, plus de 170 tuiles, plus de 250 tokens. Donc oui, c'est encore beaucoup de matos, c'est quasiment équivalent à la boîte de base, un tout petit peu moins quand même. Et ça s'intitule donc apparemment Fierce Powers et Crawling Shadows apparemment. Donc peut-être 2 extensions précédemment dans la campagne GameFound qui ont été mises dans une seule et même boîte, j'ai l'impression. En tout cas, je crois que c'est ça. Qu'est-ce que ça vient de nous ajouter? Donc Eltrea d'abord, la sentinelle de la nature, qui s'accompagnera de 6 miniatures, donc sa miniature à elle plus 5 autres, certainement des compagnons, on va dire, qu'elle pourra certainement aller invoquer ou contrôler en cours de partie. C'est assez intéressant, les dés spécifiques à ce personnage bien évidemment, les tokens de ce personnage, les tuiles de ce personnage, bref vous connaissez un petit peu la chanson si vous avez joué au jeu d'origine. Cette extension vous permettra aussi d'ajouter 38 nouvelles tuiles de héros parmi les héros déjà présents dans le jeu de base. Donc par exemple Taziri, Meldur, Skoldur auront tous de nouvelles tuiles de compétences ajoutées à celles précédemment connues dans le jeu d'origine. Donc ça aussi assez intéressant. 2 nouvelles tuiles de map, avec ici par exemple une map d'élémentaire, un shop, donc un magasin, etc., des portails, oh là, je fais la même faute que la semaine dernière, pourquoi je fais ça? Bref, des portails, et ainsi de suite. Ensuite, continuons avec donc, les nouveaux scénarios, on a donc 4 nouveaux scénarios, par exemple Rise of the Soul Reaper, avec une sorte de nécromancien qu'on voit ici, avec les miniatures qui l'accompagnent, les cartes, les tuiles et ainsi de suite. On a aussi The Fog of Necromancy, on a Headhunting avec une sorte de hydre. Ensuite, on a aussi des élémentaires corrompus aussi. Ok, donc des élémentaires un petit peu différents de ceux qu'on a l'habitude de voir. Assez intéressant. Crawling Shadows, qu'est-ce que ça vient nous ajouter? Ah, c'est la deuxième partie de l'extension, excusez-moi. Avec la 95 cartes d'histoire, donc peut-être un peu plus de narratif pour le coup. Des cartes d'action de Necroma. Ok, j'imagine que c'est peut-être pour le solo. Des nouvelles tuiles dans tous les sens, un nouveau dé de Necroma, des nouvelles tuiles de map également, donc quand même pas mal d'ajouts là aussi. Ensuite, on a encore un nouveau pledge, Returning Backer comme tout à l'heure, mais celui-ci Dragon Slayer Pledge, donc en fait c'est la même chose que ce que l'on a vu précédemment, donc, qui était à 170$, mais ce à quoi on va ajouter 55$ supplémentaires pour avoir en plus de ça les rangements que vous voyez ici. Si vous regardez les vidéos de Xavier, vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de rangements sur le jeu, c'est un jeu qui est vraiment bien conçu de ce point de vue-là. Et en plus de ça, vous aurez les plateaux de chacun des personnages en double épaisseur. Alléluia, je trouve que ça manquait un petit peu au jeu d'origine. Ceci dit, ça vient encore rajouter encore de la thune à dépenser, vous l'aurez compris.
Ensuite, on a un all-in, donc pour ceux qui auraient raté potentiellement le jeu d'origine, eh bien c'est l'occasion de mettre la main dessus. Jeu d'origine plus l'extension Fierce Powers et Crawling Shadows, le tout pour, vous avez bien vu, 400 $. Merde, c'est cher quand même. 400 $. Bon, après si vous baquez ça, vous baquez plus rien pendant 6 mois, 1 an, mais bon, que voulez-vous hein, quand on aime, on ne compte pas ou on compte moins bien. Ensuite, ça s'accompagnera d'une extension Deluxe, qui n'est pas une extension de gameplay, mais qui est une extension de matos, avec les plateaux double épaisseur, avec les rangements mentionnés plus tôt, avec les pièces en métal à la place du carton, avec les sacs en velours ou en simili-velours en tout cas, plus tous les rangements en plastique avec couvercle. C'est un énorme confort de jeu supplémentaire, bien évidemment, d'avoir tout ça en main, mais ça rajoute aussi pas mal de caillasse à dépenser. Ensuite, les unlocks, ce sont les stretch goals, on passera dessus lors du suivi du menu crowdfunding mercredi prochain, puisque la campagne, vous l'avez vu, est très très courte. Vous avez un petit aperçu des différents add-ons également, avec par exemple ici les élémentaires avec leur fameuse miniature colorée, c'est vrai, beaucoup plus classe, pour 40 $. Ça pique pour ceux qui ont déjà les miniatures d'origine, mais bon. L'extension Griffin, 15 $, etc. Enfin bref, vous voyez un petit peu tout ça par vous-même. On va passer maintenant aux différents frais de port. Ils ont toujours des très très belles images pour mettre en avant leur jeu, il n'y a pas à dire. Donc les frais de port, disais-je, avant de préciser ça, on va quand même dire que vous pouvez encore une fois tester le jeu sur Tabletop Simulator et sur Tabletopia également. Et puis donc on en vient finalement, après 3 itérations du mot, au shipping, aux frais de port. Pas de TVA à ajouter, ça aussi c'est la bonne nouvelle. Pour l'Union Européenne, zone 1, Belgique-Luxembourg, ça va faire 24, 24, 42. Pour la France, c'est la zone 2, donc 29, 29, 48. Bon, ça reste à la vue du matériel pas exagéré. La zone 3, ça contient quoi? Est-ce qu'il y a des états francophones là-dedans? J'ai pas l'impression. Ok, Suisse, ici, Europe mais non-EU, 40 à 70 livres, attention. Tout à l'heure je mentionnais des euros, attention ce ne sont pas des euros, je me suis trompé, ce sont des livres, donc il faudra traduire ça en euros, c'est un petit peu plus cher du coup. Ensuite, pour nous qui sommes au Japon, Asie 2, 55 à 110 livres. Ouh, là aussi ça pique méchamment même. Et pour le Canada, 39, 39, 75. Voilà. Donc oui, très très cher le jeu, très très cher les frais de port, mais bon, au moins la TVA est déjà incluse dedans. Et c'est tout pour Euthia Resurrection, donc la nouvelle campagne de Euthia après la débandade sur GameFound. Ça se passe plutôt pas mal comme vous le voyez, mais le prix certainement en freine plus d'un. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous trouvez les niveaux de pledge honnêtes, enfin pas forcément honnêtes mais suffisamment justifiés par le matériel et par la qualité supposée du jeu pour ceux qui ne l'auraient pas testé, ou simplement la qualité observée par ceux qui auraient déjà pu y jouer, si ce n'est pas encore le cas. Une énième et ultime renvoi vers les 3 vidéos de Xavier sur le jeu. Euthia Resurrected, 4400 contributeurs à 6 jours de la fin de la campagne et plus d'1 million d'euros d'engrangés pour l'instant. Et on termine cette semaine par Bloodstones, le nouveau jeu de Martin Wallace. Martin Wallace à qui on doit notamment, par exemple, ici même, Brass Lancashire ou Brass Birmingham également. Vous me direz lequel des deux vous préférez si vous avez pu tester les deux. Moi, je n'ai pu tester qu'une seule fois l'autre version, avec les bières justement, Birmingham je crois, mais c'est ça, Birmingham. J'ai moins apprécié personnellement, et puis je trouve la couverture de celui-ci tellement plus classe. Mais bon, quoi qu'il en soit, peu importe, j'ai envie de dire. Nouveau jeu de Martin Wallace, Bloodstones. Jeu pour lequel il est également éditeur. Et ça se passe du côté de chez GameFound, et ça se passe pas hyper bien. C'est financé, c'est loin d'être ridicule, on est actuellement à 85 000 $ d'engrangés, donc c'est quand même pas si mal non plus. Ce sont des dollars australiens apparemment, j'ai l'impression. Mais vous le voyez, 533 backers pour un nouveau jeu de Martin Wallace, qui est quand même un grand nom du secteur. C'est quand même un peu décevant, même s'il reste 18 jours avant la fin de la campagne. Je doute qu'on aille chercher beaucoup plus que 1500 backers d'ici la fin de la campagne, et encore. Mais bon, c'est un jeu qui devrait certainement voir son chemin, le mener vers les boutiques, et du coup ensuite pouvoir avoir un succès un peu plus conséquent. Mais quand même, pour l'instant, ça fait pas trop parler la poudre quand même. Ils ont pas plié GameFound, quoi, en gros. Hein.
On va pas dire que c'est un succès un petit peu à l'image de ce qu'on a vu récemment avec par exemple Moonrakers, où bon là il y en avait partout un sol, plafond, moquette, c'est dégueulasse, c'était extraordinaire. Mais là, Bloodstones, bon ça commence pas génial. Ceci dit, la promesse est pas vilaine. Bloodstones c'est un jeu de wargame, un jeu comment dire, un jeu de guerre on va dire, dans un monde de fantasy pour 1 à 4 joueurs, mais potentiellement jouable jusqu'à 6 si l'on débloque tous les stretch goals nécessaires pour ce faire. Jeu de guerre mais de contrôle de territoire surtout, il y aura donc des combats, ce sera jouable également en solo. Vous aurez différentes factions qui auront chacune leur spécificité et parfois même leur faction unique. Par exemple, on aura les Dragon Riders, dans les Dragons, pardon, pour les Dragon Riders. Donc les Dragon Riders seront les chevaucheurs de dragons, on va dire, qui seront les seuls à posséder des dragons, bien évidemment, comme unité. Ou encore les Hill Folk, donc les peuples de la colline, qui seront les seuls à pouvoir contrôler les géants, par exemple. Donc chacune des 6 factions, des 6 races, vous voyez ça comme vous voulez, vous permettra d'avoir un petit peu d'asymétrie, des unités particulières, spéciales et uniques. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie, et pour ce faire, il faudra construire ou se foutre sur la tronche. Voilà, remporter des combats, en gros. Alors, regarde un peu à quoi ça ressemble visuellement, et c'est aussi en partie là que le bas blesse un petit peu, soyons honnêtes. La première version de Brass à l'époque était visuellement dégueulasse. C'est pas le cas pour Bloodstones, c'est pas hideux, mais c'est pas très joli quand même, soyons tout à fait honnêtes. Pour quelqu'un qui a quand même une certaine popularité, une certaine renommée dans le monde du jeu de société, on pourrait imaginer qu'il aurait pu s'attirer les services d'un illustrateur un petit peu plus compétent. C'est toujours un petit peu délicat pour moi de dire ça alors que j'ai 0 compétence en dessin, mais c'est vrai que c'est pas très très joli. Alors pour le contenu, vous le voyez, il y aura un sac par joueur, j'ai l'impression, et les factions auront chacune des pièces d'unité qui auront tout un format de tuiles domino un peu en gros, que vous pourrez les mettre justement dans vos sacs. Et ensuite la map centrale, il y aura différentes maps, ça aussi c'est quand même un des attraits les plus importants du jeu, c'est que chacune des parties que vous ferez sera différente les unes des autres, puisque justement vous aurez différentes maps disponibles, ici par exemple avec une sorte de grand lac au milieu qui n'est pas présent sur cette carte ici par exemple. Et donc de ce point de vue là, eh bien, en fonction des factions que vous allez choisir, des factions en présence, du nombre de factions en présence, des unités mises en avant et de la map sur laquelle vous jouerez, eh bien chaque partie sera potentiellement différente, et ça c'est assez intéressant. Pour l'instant, on a donc 2 maps, mais il y en aura certainement 4, 5, 6. J'ai vu déjà dans les stretch goals qu'on était à 6, je crois. Ensuite, 147 factions, enfin 147 tuiles de factions, pardon, pour 6 factions. 80 tuiles de village, 6 sacs en velours, je déteste le velours, je l'ai déjà dit 2 fois aujourd'hui. Des cartes de factions, des tuiles de combat, des citadelles, et ainsi de suite. Continuons, ouais, la map principale qui ressemble un petit peu vaguement à l'Angleterre, avec ici l'Irlande et puis la partie un petit peu plus fine de l'Angleterre vers Manchester, Liverpool avant de remonter vers l'Écosse. Ça me semble un petit peu inspiré, mais bon, c'est peut-être pas le cas du tout après tout. Il y a d'autres cartes, je vous l'ai déjà dit de toute façon. Vous pouvez télécharger les règles ici, attention, pas de version française, en tout cas pas pour l'instant, c'est pas prévu, mais ça pourrait venir à terme, ça dépend du succès du jeu j'ai l'impression. Mais on peut déjà télécharger les règles en anglais. Ensuite, les différentes factions, justement, vous aurez les Dragon Riders, donc les chevaucheurs de dragons, les Hill Folk, donc je l'ai dit un peu bizarrement celui-là, il est passé limite, donc les Hill Folk, qui sont donc les peuples de la colline en gros, les Horse Lords, donc les seigneurs des chevaux, on va dire, les Necromancers, les nécromanciens, les Corsaires, donc les Corsaires ça part de soi-même, et puis ensuite potentiellement d'autres factions qui pourraient voir le jour via des stretch goals. Ensuite, vous pouvez tester le jeu sur Tabletop Simulator pour vous faire la main, pour faire une première impression, et éventuellement nous faire un retour dans les commentaires, bien évidemment. Les niveaux de pledge. Alors, c'est là qu'on entre un petit peu dans le dur. Le niveau de pledge de base est ici à 149$ australiens. Attention, australien, il faut préciser, ce n'est pas la même valeur. En dollars américains, ça fait 100$ tout rond. 100$ pour le jeu de base, avec un matériel pas vilain, mais pas extraordinaire. Ça fait un petit peu cher, et je pense que justement cette qualité de design, de direction artistique, plutôt que véritablement de matériel, est l'une des raisons qui pourrait expliquer le manque de traction de cette campagne, qui pour l'instant, sur un gros nom comme celui de Martin Wallace, n'a pas réussi à attirer plus de 500 contributeurs. Le pledge en espagnol, mais pas encore en français pour l'instant.
Ensuite, pour les Canadiens, c'est ici que ça se passe. Et puis ensuite, pour les retail ou pour les groupes pledge, pour éventuellement vous réunir et bénéficier d'une ristourne à l'unité et sur les frais de port également. Mais en gros, si ce n'est pas le cas, vous avez un niveau de pledge uniquement à 100$ américains, ce qui n'est pas donné. Les frais de port, pas les frais de port, pardon, les stretch goals, on en parlera bien évidemment lorsque le jeu atteindra sa dernière semaine de campagne, mais sachez-le d'ores et déjà, on a déjà la map numéro 3 qui va bientôt être débloquée, on aura une map 4, une map 5 que vous entrevoyez déjà ici, donc on aura certainement au moins 5 cartes, je pense, d'ici la fin de la campagne disponibles. Le shipping. Alors le shipping pour le Canada c'est 40$ canadiens. Ensuite pour le Japon c'est 31 et pour l'Europe vous avez un tableau dédié ici. Belgique 16,36, c'est vraiment au poil de cul. France 16,42. Ensuite qu'est-ce qu'on a dans la zone francophonie? Luxembourg 17,28. Ensuite la Suisse, où êtes-vous nos amis suisses? Ici 22,57. Éventuellement, s'il y a des Andorrans francophones, 22,74, monégasque, 21,97. Voilà, c'est à peu près tout pour Bloodstones. Il n'y a pas tant que ça d'informations sur la campagne, pas tant que ça de vidéos non plus. Peut-être qu'on manque un petit peu aussi de visibilité finalement sur cette campagne, malgré le nom très connu de son auteur. Donc du coup ça fait une intervention finalement relativement courte pour Bloodstones, qui pour l'instant fait pas un énorme succès. 533 backers, 84 000$ australiens d'engranger à 10 jours de la fin de la campagne. Et une petite mention de David Turchi avant de finir l'émission quand même. Euro elegance wrapped in tense wargaming attire, I had tons of fun playing it. Donc un commentaire dithyrambique de David Turchi qui nous dit que c'est un mix très élégant et sophistiqué entre un jeu euro et un jeu de wargame et qu'il a eu beaucoup de fun, qu'il s'est beaucoup amusé à y jouer. Mais est-ce que c'est lui qui a fait le mode solo? Là-dessus, je ne sais pas. Je n'ai pas vu de mention à ce propos. En tout cas, c'est tout pour Bloodstone et c'est tout également pour le menu de cette semaine. Avec, vous le voyez, assez peu de gros projets. Eucia et Bloodstones, mais Bloodstone n'étant pas vraiment un gros projet à proprement parler parce que c'est pas un gros succès et que visuellement, malgré le nom clinquant qui est derrière, c'est pas extraordinairement vendeur, disons. Ma foi, c'est à peu près tout pour cette semaine. Je vous remercie encore de m'avoir suivi pour cette énième menu crowdfunding. On en est à combien? 58, 59 je crois? Je ne sais pas. Bref, laissez-moi un petit pouce vers le bleu pour m'encourager à continuer le menu crowdfunding malgré le léger manque de sommeil. Quoique, franchement, pour être tout à fait honnête, le bébé est plutôt très sympa. Il nous fait déjà 4-5 heures d'affilée de sommeil sans problème. Il pleure pas. Il est très sympa. Que voulez-vous? Allez, je vous dis à la prochaine, on se retrouve très bientôt avec une vidéo sur Keystone, même si entre temps je l'ai prêté à Xavier, et puis d'ici 3-4 semaines, une vidéo ou même voire 2 vidéos sur Atlas Lost, le prochain projet de Totsuka Chuo, auteur de Aqua Garden ou de Ostia plus récemment, qui risque vraiment de faire parler de lui, et il n'est pas impossible qu'on ait déjà un éditeur francophone français de grand renom sur le dossier. À suivre. C'est tout pour cette semaine. Portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine.